Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Regard de dirigeants. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'impose dans toutes les entreprises. Elle rédige, elle code, elle crée des visuels, elle analyse des données, mais surtout elle nous fait gagner un temps considérable. Mais derrière cette évolution se cachent des questions fondamentales, comme qui possède réellement ce que vous créez, qui est responsable en cas d'erreur, et surtout comment un dirigeant peut-il protéger son entreprise tout en profitant de cette opportunité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'IA, comme on le comprend, et ce, avec une experte en la matière, donc Sophie Evrard-Develp. Merci infiniment d'être avec nous. Merci à vous. Donc vous êtes avocate spécialisée dans toute cette question du droit du numérique autour de l'IA. Et avec vous, on va voir justement ce qu'un dirigeant doit impérativement savoir pour structurer son déploiement et protéger son entreprise. Euh, mais alors, Sophie, j'ai fait un petit tour de vos activités et vous donnez des conférences sur une question brûlante. Qui est titulaire des droits sur des œuvres générées par l'IA? Alors, ma première question, si mon équipe utilise ChatGPT pour créer un logo, qui est légalement propriétaire du résultat? Alors, c'est une question super intéressante, mais la première question qu'on va se poser en amont, c'est est-ce que le logo qu'on va générer par IA est protégeable par le droit d'auteur? Mhm. Parce que quand on regarde la loi au sein de l'Union européenne, pour être protégée par le droit d'auteur, Mhm. en fait, l'œuvre, elle doit être faite par un humain. Donc, on parle de création originale, mais ça doit être fait par un humain. Et donc, quand le logo, par exemple, est généré 100% par IA, normalement, on pourrait se dire que ça ne rentre pas dans les règles. Mais c'est évidemment quelque chose de très nouveau avec l'IA. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les cas qui existent un peu partout dans le monde qui se sont posés ces questions-là. Alors, en Europe, on n'a pas, malheureusement, beaucoup de cas parce Mhm. qu'on n'a pas de dépôt. En fait, au sein de l'Union européenne, quand on veut protéger son œuvre par le droit d'auteur, eh bien, on n'a pas de dépôt. En fait, la protection se fait de manière automatique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les cas qui ont eu lieu, par exemple, aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, quand on veut protéger son œuvre par le droit d'auteur, on doit faire un vrai dépôt. Et Mhm. donc, on a le Copyright Office américain qui va analyser les dossiers et qui va dire si l'œuvre peut être protégée ou non par le droit d'auteur. Et donc, il y a un certain nombre de cas super intéressants d'auteurs, d'artistes qui ont voulu déposer des œuvres générées totalement ou partiellement avec l'aide de l'intelligence artificielle. On a un fameux cas qui s'appelle l'affaire Thaler, où là, l'auteur, l'artiste, a voulu déposer une œuvre 100% générée par IA. Et ça a été refusé par le Copyright Office américain. Mhm. Et d'ailleurs, cette semaine, la Cour suprême des États-Unis n'a pas voulu se saisir de l'affaire, donc confirme un peu cette position qu'une œuvre doit être faite par un humain pour être protégée totalement par le droit d'auteur. Par contre, on a deux affaires vraiment très intéressantes aussi aux États-Unis, où là, ce sont des auteurs qui ont créé quelque chose avec leurs mains. Donc, par exemple, il y a une dame qui a fait une Mhm. ébauche d'un dessin et puis a demandé l'aide de l'intelligence artificielle pour l'améliorer. Et là, on a la question auprès du Copyright Office américain qui a accepté parce que les personnes ont pu prouver qu'il y avait eu un apport substantiel humain dans la création de l'œuvre. Donc, ils ont pu prouver dans leur dossier de dépôt qu'ils avaient vraiment fait ce travail humain et que ce n'était pas l'IA qui avait vraiment fait ces choix créatifs pour arriver à l'œuvre finale. Et par contre, on a à l'autre bout du monde un cas très intéressant, c'est en Chine, où ils Mhm. n'ont pas du tout la même vision. C'est le tribunal de Mhm. Pékin qui a estimé qu'une œuvre pouvait être protégée par le droit d'auteur alors qu'elle avait été faite en partie avec l'intelligence artificielle. Pourquoi? Eh bien parce que le juge a estimé que l'œuvre avait été créée par IA et que l'IA était plutôt un outil au service de l'auteur, comme un appareil photo est au service du photographe. Donc on a des visions différentes, Mhm. mais l'approche européenne est plutôt un peu celle des États-Unis, où on a cette approche substantielle humaine qui doit être vraiment très présente pour pouvoir avoir cette protection par le droit d'auteur. Donc c'est là, en Europe, c'est là qu'on place le curseur pour juger de si une œuvre appartient réellement à son auteur, à son créateur. Oui, alors au sein de l'Union européenne, le critère principal, c'est qu'il faut des choix libres et créatifs de la part de l'auteur.
Donc quand on utilise de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est difficile de montrer, de prouver qu'il y a eu des choix libres et créatifs de la part de l'auteur humain. Et donc, on a aussi deux cas intéressants au sein de l'Union européenne. Mhm. Le premier cas, c'est un tribunal de Prague qui a estimé que un prompt, donc l'instruction qu'on va donner à l'intelligence artificielle, est plutôt une idée. Donc, ce n'est pas vraiment un choix créatif. Cela relève plutôt de l'idée. Et donc, on ne peut pas le protéger par le droit d'auteur. Et puis, on a un cas tout récent de février. C'est un cas allemand. Qui là, en fait, ce sont des personnes qui ont repris des logos qui se trouvaient sur Internet. Et donc, il y a eu un procès et le juge a estimé qu'il n'y avait pas de contrefaçon, qu'il n'y avait pas d'atteinte au droit d'auteur parce qu'il n'y avait pas de droit d'auteur sur les logos, parce que ces logos avaient été générés par l'intelligence artificielle. Donc, super intéressant et je pense qu'on va être éclairé de plus en plus par différents cas de jurisprudence au fur et à mesure des mois qui arrivent et des années qui arrivent, où on va pouvoir un peu déterminer un peu plus où est ce curseur d'impact humain, mais il faut en tout cas un vrai impact humain. Et un dernier cas par rapport à ça, c'est aux États-Unis. De nouveau, on retourne aux États-Unis. Là, c'est une personne qui a voulu déposer une œuvre où il a vraiment déposé un dossier en montrant qu'il y avait vraiment eu un travail humain. Et donc, il a montré qu'il avait fait 624 prompts successifs pour pouvoir arriver à cette œuvre finale. Eh bien, le Copyright Office américain a estimé que ce n'était pas assez. 624 prompts. Donc, on se demande un peu où est le curseur, mais c'est clair qu'il faudra prouver l'impact vraiment humain, les choix libres et créatifs de l'humain pour avoir ce droit d'auteur. Et beaucoup d'employés utilisent l'IA en cachette. Alors, c'est notamment ce qu'on appelle le fameux shadow AI. Mais quels sont les risques réels encourus par l'entreprise si, par exemple, cet employé remet un rapport à un client alors qu'il est truffé d'hallucinations? Alors, les hallucinations, ce sont ces fameux moments où l'IA va inventer, en fait, tout simplement des données. Alors, que se passe-t-il dans ce cas-là? Oui, et il y a d'ailleurs pas mal de cas, malheureusement, où on a des professionnels de services, de conseils, des avocats. Il y a une grande liste de cas, malheureusement, où des avocats remettent des conclusions aux juges, truffés d'hallucinations, de faux cas. On a également un grand cabinet de conseil qui a dû rembourser une partie de son contrat auprès de l'État australien parce que le rapport officiel était rempli d'hallucinations, de fausses statistiques. Et donc, clairement, il y a une responsabilité de l'entreprise vis-à-vis du client et bien sûr aussi une responsabilité de l'employé. Et puis, on a la partie hallucination, mais on a aussi la partie fuite de données. On a un cas, par exemple, chez Samsung, où un employé qui utilisait de l'IA a mis des données confidentielles. Là, c'était le code d'un logiciel dans ChatGPT. Et il y a eu donc cette fuite de données vers un serveur extérieur. Et donc, ça s'est su au sein de l'entreprise et la personne s'est fait licencier. Et d'ailleurs, il y a pas mal de cas de licenciement pour faute grave ou par manque de professionnalisme. Donc ça peut arriver, attention à ça, quand vous utilisez de l'IA en entreprise. Et vous êtes en faveur donc de la mise en place d'une charte IA en interne au sein des entreprises. Et l'utilisation de l'IA, d'ailleurs, on est en train de la réguler. Récemment, il y a eu l'AI Act. Et alors justement, sur ce sujet, est-ce que l'AI Act prévoit une formation? Est-ce que le dirigeant doit former toutes ses équipes, donc du terrain au codir? Alors, effectivement, dans le règlement européen sur l'intelligence artificielle, il y a un article 4 qui parle de la maîtrise de l'IA. Donc, quand on est dans un cadre professionnel et qu'on a des employés qui utilisent de l'IA, il faut qu'ils sachent maîtriser l'IA. Il n'y a pas de règles très strictes, mais on peut penser évidemment à la formation, qui doit être adaptée au niveau peut-être de la personne qu'on va former. On peut adapter la formation, mais l'idée, c'est que la personne maîtrise les risques, comprenne comment bien utiliser l'IA. Et puis, vous avez parlé de charte, effectivement, c'est quelque chose que je conseille de mettre en place au sein de l'entreprise, puisque ça va permettre de cadrer les utilisations de l'IA en entreprise, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Évidemment, ne pas mettre des données des clients, plutôt anonymiser les données, etc. Mais donc, au moins, de cadrer l'utilisation au sein de l'entreprise. Et afin de d'ores et déjà cadrer cette utilisation de l'IA, quels sont, de ce que vous avez pu en voir, les
peut-être les 3 prompts essentiels à connaître. Qu'est-ce qu'un dirigeant, doit pouvoir déjà enseigner, à ses collaborateurs? Alors, il y a évidemment quelques bons réflexes quand on forme des Mmh. personnes qui vont utiliser de l'IA. La première que je donne évidemment toujours, c'est ne pas mettre des données confidentielles dans un logiciel IA. Ça paraît évident, mais on Mmh. ne met pas des données clients, on ne met pas des données sur l'entreprise. La deuxième, c'est si on veut utiliser de l'IA, c'est d'anonymiser. On va remplacer le nom des clients, par exemple, par Madame X, Monsieur B. Et comme ça, après, on va pouvoir le rechanger quand on a quitté l'univers de l'IA, mais ça Mmh. permet d'utiliser l'IA, mais de le faire de manière prudente. Et puis, il y a un certain nombre aussi de réflexes dans les paramètres. On peut faire en sorte que le logiciel IA n'utilise pas nos données, ce qu'on a mis dedans, pour réentraîner le logiciel IA. Donc, on a des paramètres vraiment qu'on peut aller décocher, Mmh. qui s'appellent par exemple améliorer le modèle pour tous. Ça, c'est par exemple dans ChatGPT, mais dans chaque IA, il y a ce genre de bouton. Et donc, très bon réflexe d'aller décocher parce qu'il est Mmh. souvent coché par défaut. Ça permet voilà, de cadrer un peu cette utilisation. Bah et pour conclure, j'aimerais vous proposer un rapide vrai-faux afin qu'on puisse, tester nos réflexes, nos connaissances face à l'IA. Alors premièrement, donc si je crée entièrement, à l'aide de un logo à l'aide de l'IA, il tombe automatiquement dans le domaine public et chacun peut le copier librement. Alors c'est vrai, en tout cas, le logo ne sera pas protégeable par le droit d'auteur et donc on a vu dans le cas allemand, il a été utilisé par d'autres personnes et il n'y avait pas de recours à revendiquer par rapport au Mmh. droit d'auteur. Peut-on sanctionner, voire licencier un salarié pour un usage inapproprié de l'IA dans le cadre professionnel? Oui, c'est tout à fait possible, on a vu pas mal de cas. Évidemment, ça va dépendre un peu du droit du travail en question et évidemment des circonstances. Un prompt très détaillé peut suffire à faire reconnaître un droit d'auteur sur une création générée. Non. Alors un prompt, même 624 prompts, comme on a eu le cas aux États-Unis, ne suffisent pas, puisque finalement c'est l'IA qui fait les choix libres et créatifs pour avoir le résultat final. Si j'utilise une IA pour rédiger un contrat et que le contrat contient une erreur, je peux invoquer l'outil pour dégager ma responsabilité. Non, parce que faux, donc une IA n'est jamais responsable, elle n'a pas de personnalité juridique, donc ça sera toujours l'humain qui l'utilise qui pourra être responsable. Et le fait qu'un outil d'IA soit populaire signifie qu'a priori il est juridiquement sûr. Non, faux. Évidemment, il y a à chaque fois des noms qui sortent d'outils populaires, ça ne veut pas dire qu'ils sont sûrs à 100%. Mhm. Il y a toujours des risques de fuite de données, il y a toujours des risques d'hallucination. Voilà, donc non, c'est faux. Eh ben, merci infiniment Sophie de nous avoir parlé du droit qui entoure l'utilisation de l'IA, qui se définit et aussi nous avoir fourni ces clés si précieuses afin d'un peu mieux l'utiliser. Donc merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous Merci Diane. et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Regard de dirigeant. Au revoir.